3 exemples qui prouvent l'orgueil de Jules César. Alors qu'il traversait une ville misérable des Alpes, ces hommes demandèrent si les gens se battaient pour le pouvoir même dans ce lieu misérable. César répondit « Je préfère être le premier ici que le second à Rome ». Lorsque le bruit courut que Pompeia, l'épouse de César, avait une liaison, il la chassa de sa maison. Un procès eut lieu et César fut appelé à témoigner. Il ne dit aucun mal de sa femme, mais le procureur lui demande « Alors, pourquoi l'as-tu chassée de la maison ?» Il répondit « Parce que la femme de César doit être à l'abri de tout soupçon. » Lorsque Pompée, le grand rival de César, perd une bataille contre lui, il s'enfuit en Égypte pour sauver sa vie. Mais le pharaon égyptien Ptolémée XIII le décapite et offre sa tête à César. À la surprise du pharaon, César est furieux. Même si Pompée était son ennemi, il n'en était pas moins romain, et le pharaon n'avait pas le droit de tuer un général romain respecté. César entre en guerre contre le pharaon et le noie dans le Nil. Les coutumes en matière de relooking dans les différents empires. Dans l'Égypte ancienne, le maquillage des yeux était très sexy. Les hommes et les femmes appliquaient du kohl autour de leurs yeux. Une ligne sombre partait du coin de l'œil et se prolongeait sur le côté du visage. Dans la Rome antique, les femmes considéraient que les cheveux roux étaient les plus beaux, jusqu'à ce que Jules César amène des esclaves gaulois à Rome. Les femmes romaines devinrent jalouses de leurs cheveux blonds. Après quoi, elles commencèrent à porter des perruques fabriquées avec des cheveux de jeunes filles gauloises. Les femmes perses étaient obsédées par le henné. Il était utilisé pour teindre les cheveux et créer des tatouages temporaires sur les mains et les pieds, une pratique qui se poursuit encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Les femmes mongoles décoraient leurs tresses de cheveux avec des tissus de velours et des ornements en corail pour les embellir. Comme si cela ne suffisait pas à les mettre en valeur, elles portaient également de lourdes coiffes qu'elles réussissaient à porter sans se renverser. Des sports brutaux à travers différents empires. Les Mayas jouaient au pocotoc, un jeu de balle où les joueurs se servaient uniquement de leurs hanches et de leurs genoux pour faire passer la balle à travers un anneau. Le capitaine de l'équipe perdante devait présenter sa tête au capitaine de l'équipe gagnante, qui la décapitait. Parfois, toute l'équipe était sacrifiée pour apaiser les dieux. Les Vikings avaient leur propre version du tir à la corde. 2 équipes se tiraient sur des peaux d'animaux au-dessus d'une fosse de feu. Les perdants tombaient évidemment dans le feu, tandis que les gagnants repartaient avec le butin de la ville qu'ils venaient de piller, ce qui, pour eux, impliquait principalement des femmes. Les Égyptiens jouaient aux joutes sur le Nil. 2 joueurs montés sur un bateau s'affrontaient à toute vitesse et frappaient leur adversaire avec des rames pour tenter de le jeter à l'eau. Les crocodiles du fleuve entraient alors en scène, ce qui signifiait que perdre n'était pas une option. Les Romains étaient célèbres pour leurs jeux de gladiateurs, au cours desquels les combattants s'affrontaient jusqu'à la mort pour divertir les foules. Des animaux sauvages et affamés étaient souvent lâchés pour faire monter la tension. Un grand-père chinois était confronté à 2 choix, sauver ses propres petites filles ou se jeter vers la mort dans une rivière voisine. Il s'agit d'une histoire réelle qui s'est produite il y a à peine 80 ans, au cours de ce que beaucoup appellent l'Holocauste asiatique. Les soldats japonais envahissaient brutalement de grandes parties de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils aperçurent une famille en particulier qui tentait de s'échapper d'un village conquis. La famille courait vers un pont dans l'espoir de traverser une rivière et d'atteindre une autre ville. Cependant, cette malheureuse famille était composée de nombreuses femmes, dont de jeunes petites filles. Malgré tous les efforts de la famille, les soldats japonais les rattrapèrent. Après les avoir capturés, les barbares soldats japonais ont commencé à les déshabiller et à les agresser. Après que les soldats eurent satisfait leurs désirs animaux, ils présentèrent aux hommes qui venaient d'assister à la scène la plus traumatisante de leur vie 2 options inhumaines, soit sauter vers la mort avec honneur, soit vivre pour voir un autre jour en livrant leur propre petite fille. Je laisse à votre imagination le soin de deviner ce qui s'est passé ensuite. Comment les filles de Genghis Khan ont contribué à sa domination à l'Est? Vous voyez, Genghis Khan était un habile praticien de la diplomatie par le mariage de ses filles. Comme la plupart des souverains, il mariait ses filles au roi des nations alliées, mais pas sans imposer certaines conditions. Il exigeait que le roi répudie ses autres épouses avant d'épouser sa fille. De plus, il assignait son nouveau gendre au service militaire dans les guerres mongoles, tandis que sa fille gérait les affaires du royaume de son mari. Genghis Khan s'assurait que ses gendres participaient en première ligne aux batailles, augmentant ainsi les chances de leur disparition. Cette stratégie permettait à ses filles d'hériter des empires de leurs maris défunts. Leur rôle en tant que souveraine était de fournir un bouclier protecteur autour des terres mongoles, tandis que leur père continuait d'étendre son empire. On ne serait pas inexact de dire que la clé du succès de Genghis Khan résidait dans ses filles veuves. Saviez-vous que regarder cet homme dans les yeux était passible de la peine de mort? Il s'appelait Ismaïl Sharif et était le roi du Maroc au XVIIIe siècle. Il régnait comme un dieu sur son peuple et il était bizarre, très bizarre. Bien qu'il soit lui-même à moitié noir, il a décidé de réduire en esclavage tous les noirs de son empire, y compris ceux qui étaient libres.
Il a également construit l'une des plus grandes prisons pour les chrétiens européens où il les enchaînait au mur, les forçant à dormir debout. Au moins, il n'était pas raciste, car il détestait tout le monde de la même manière. Mais la chose qu'il détestait le plus, c'était que les gens le regardent, car apparemment personne n'en était digne. Il faisait mettre à mort les gens qui ne faisaient que le regarder. On était également tué si l'on regardait intentionnellement ou accidentellement ces femmes, qui étaient au nombre de 5 cents dans son harem. Pour éviter toute accusation, les gens devaient s'allonger sur le sol, face contre terre, lorsqu'ils entrèrent dans sa cour. L'homme a officiellement battu Gengis Khan pour le plus grand nombre d'enfants produits. Il détient fièrement le record du monde Guinness du plus grand nombre d'enfants de l'histoire, soit un nombre stupéfiant de 88. Saviez-vous que les personnes de petite taille ne pouvaient pas être arrêtées dans la Chine ancienne en 200 AV? Jesse, l'empereur Qin Shi Huang, mesurait seulement fourpier 11 pouces, un véritable roi de petite taille. Selon ses 18 lois de Qin, il fallait être aussi grand que lui pour être considéré comme un adulte, ce qui signifiait que les hommes plus courts pouvaient facilement prétendre être des enfants. À l'époque, les registres de naissance étaient incomplets et vérifier l'âge était impossible, alors l'empereur utilisait la taille comme critère. Mais si vous passiez son test de taille, vous deviez être très prudent avec vos émotions. Les mêmes lois de Qin interdisaient aux hommes de pleurer, car cela était vu comme un signe de faiblesse. Si vous étiez surpris en train de verser des larmes, votre barbe et vos sourcils étaient rasés en punition. Maintenant, ceci vous surprendra, mais pour les femmes, la dynastie Qin a instauré l'un des rituels de pleurs les plus étranges de l'histoire. Chaque femme devait pleurer 1 heure par jour pendant 30 jours avant son mariage, et elle ne le faisait pas seule. Sa mère devait la rejoindre pendant 3 semaines, la grand-mère pendant 2 semaines, et enfin les tantes et les sœurs pendant 1 semaine. C'était une démonstration nécessaire d'affection envers sa famille. 3 fois où les riches ont réussi à tromper les pauvres au XVIe siècle. La reine Élisabeth a interdit aux roturiers de porter de la soie, des fourrures et des vêtements vifs. Bien sûr, cela était dû au fait que les riches se sentaient moins spéciaux si vous vous habilliez comme eux, mais Sa Majesté ne pouvait pas simplement le dire ouvertement. À la place, elle prétendait essentiellement protéger les pauvres contre l'endettement. Quelle jeune dame prévoyante! Pendant le Moyen-Âge, les gens n'avaient pas d'argent pour les vacances. La plupart des gens voyageaient uniquement pour visiter des lieux saints et les lieux sacrés attiraient plus de visiteurs. Cela a provoqué une épidémie de mensonges très célèbre. À un moment donné, une centaine d'églises différentes prétendaient détenir la même coupe dont Jésus avait bu. Des milliers affirmaient avoir les os de saints célèbres et ces fausses reliques fonctionnaient en culpabilisant les roturiers. En 100 AV-JIC, le roi grec Mithridate a inventé un super antidote et prétendu qu'il lui donnait une immunité contre tous les poisons du monde. Bien sûr, cela était impossible, mais les gens en étaient fous. 2000 ans plus tard, au 19e siècle, les gens continuaient à gagner de l'argent en vendant. Laquelle de ces femmes choisiriez-vous pour un rendez-vous en premier? Vous avez les guerrières spartiates, mais laissez-moi vous avertir. Si vous avez un ego fragile, elle n'est pas faite pour vous. Ces femmes étaient grandes, musclées, et parmi les plus coriaces à avoir jamais foulé cette planète. Elles étaient d'ardentes lutteuses, et étaient même attendues pour maîtriser l'arc et le javelot. Mais ne vous laissez pas tromper par leur puissance physique, car ces femmes étaient également extrêmement intelligentes et participaient aux affaires de l'État. Maintenant, peut-être pas aussi fortes, mais toujours très athlétiques, étaient les femmes de l'Empire mongol. Elles étaient d'ardentes chasseresses et d'habiles cavalières. Leur mode de vie nomade les maintenait en forme et toujours en mouvement. L'éducation n'était pas une priorité, mais les femmes jouaient un rôle actif dans la société, en aidant dans la logistique et le transport. Enfin, vous avez les Romaines de l'Antiquité, et elles étaient aussi traditionnelles que possible. Leur rôle principal était considéré comme celui d'épouse et de mère. Certaines femmes possédaient des entreprises comme la poterie, tandis que d'autres faisaient du travail charitable. Cependant, l'accent principal était toujours mis sur l'éducation des enfants et la gestion du foyer. L'assassinat d'Abraham Lincoln, qui a eu lieu le soir du 14 avril 1865, s'est déroulé de la manière suivante. Abraham Lincoln assistait à une pièce de théâtre au Ford's Theater à Washington, D.C. La loge présidentielle était située au niveau du balcon, offrant une vue dégagée de la scène. Un sympathisant confédéré du nom de John Wilkes Booth s'est discrètement introduit dans les coulisses du théâtre et s'est dirigé silencieusement vers la loge présidentielle. À ce moment-là, l'agent de sécurité du président, John F. Parker, aurait dû être prêt. Mais malheureusement,
Parker avait obtenu la permission de s'éloigner en raison d'une perception de menace réduite. C'est ainsi que Booth s'est approché de Lincoln par derrière et a tiré un seul coup de feu dans la nuque de Lincoln, sectionnant sa moelle épinière. Le bruit du coup de feu a effrayé le public, provoquant confusion et panique. Booth a ensuite sauté de la loge présidentielle sur la scène, criant les mots « Sic Semper Tyrannis », ainsi toujours au tyran, en atterrissant. Il a réussi à s'échapper par une porte latérale, quittant le théâtre et disparaissant dans la nuit. Cette reine avait l'habitude de faire combattre des hommes jusqu'à la mort avant de coucher avec le vainqueur. Son nom était Nzinga et elle était une véritable obsession du pouvoir. Elle a gouverné l'Angola au XVIIe siècle et n'aimait pas être appelée reine. Pour son peuple, elle était un roi et elle gouvernait même habillée en homme. C'était sa façon de renverser les rôles de genre pour se sentir puissante, mais cela ne s'arrêtait pas là. Elle était célèbre pour entretenir un grand harem de jeunes hommes, appelés des époux masculins. Il y avait pas moins de 80 de COS hommes dans son harem, et ils étaient autorisés à porter des robes et à agir comme des femmes du palais. La nuit, elle choisissait au hasard 2 de ses époux et les forçait à s'engager dans un combat brutal à mort. Elle regardait avec luxure, tandis que les hommes se déchiraient le cœur l'un à l'autre pour elle. Le vainqueur était récompensé en passant seulement une nuit avec elle, car personne ne couchait jamais avec elle 2 fois. Le matin, le vainqueur était également tué et elle recommençait. Vous seriez surpris, mais elle a seulement dissous le harem après avoir atteint l'âge de 75 ans, moment où elle a épousé le membre le plus jeune, un garçon assez jeune pour être son enfant. Cette femme est la seule nonne à avoir été exposée sur la tour de Londres. Son nom était Elizabeth Barton, et sa vie a commencé assez normalement en tant que paysanne du XVIIe siècle. Cependant, à l'âge de 19 ans, elle a commencé à avoir des visions folles de l'avenir. Ces visions pouvaient prédire quand les gens allaient mourir et comment ils allaient mourir. En raison de cela, elle a commencé à gagner une immense renommée en tant que femme sainte et est devenue une figure importante pour l'Église catholique. Tout se passait très bien pour elle jusqu'au jour où elle eut une vision bizarre. Une vision du roi de l'époque, malheureusement pour elle, Henri VII. Elle prétendait avoir vu l'endroit en enfer où Henri séjournerait s'il devait jamais divorcer de sa femme. Oui, elle a dit cela à propos de l'homme connu pour avoir eu 6 femmes et 6 indres d'amantes. Henri est rapidement passé à l'action et a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Élisabeth avait eu des relations avec des prêtres et souffrait de troubles mentaux. Ensuite, il l'a torturée jusqu'à ce qu'elle avoue ses visions frauduleuses. Eh bien, vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Cette femme est la seule nonne à avoir été exposée sur la tour de Londres. Son nom était Elizabeth Barton, et sa vie a commencé assez normalement en tant que paysanne du XVIIe siècle. Cependant, à l'âge de 19 ans, elle a commencé à avoir des visions folles de l'avenir. Ces visions pouvaient prédire quand les gens allaient mourir et comment ils allaient mourir. En raison de cela, elle a commencé à gagner une immense renommée en tant que femme sainte et est devenue une figure importante pour l'Église catholique. Tout se passait très bien pour elle jusqu'au jour où elle eut une vision bizarre. Une vision du roi de l'époque, malheureusement pour elle, Henri VII. Elle prétendait avoir vu l'endroit en enfer où Henri séjournerait s'il devait jamais divorcer de sa femme. Oui, elle a dit cela à propos de l'homme connu pour avoir eu 6 femmes et 6 indres d'amantes. Henri est rapidement passé à l'action et a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Élisabeth avait eu des relations avec des prêtres et souffrait de troubles mentaux. Ensuite, il l'a torturée jusqu'à ce qu'elle avoue ses visions frauduleuses. Eh bien, vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite.